parole de Dieu. Le texte est tiré dans l'évangile selon Matthieu. Nous sommes au chapitre 5. La Bible montre plusieurs images, plusieurs figures sur les chrétiens et chrétiennes que nous sommes. Ici, ces deux images. Être sel de la terre et lumière du monde. Être sel de la terre et lumière du monde. Il y a d'autres figures. Le texte ici ne reprend que les deux. Nous sommes dans le grand serment. Je cite un peu rapidement dans le contexte. Serment dit sur la montagne. Et c'est le Christ qui parle. Il s'adresse aux disciples. Donc nous faisons dévoiler par notre façon de vivre. Ce n'est pas qu'on va écrire des lettres ainsi de suite. Mais je connais bien-aimé. Un bien-aimé, il y en a beaucoup. Placé quelque part. Mais rien que sa présence ferme tout le réseau. Et rien que sa présence, je peux m'arrêter là. Ce n'est pas qu'il a écrit des lettres, il a parlé, il est allé monter sur le toit d'une maison pour prier, non. Sa vie, parce que notre vie, c'est le premier élément d'évangélisation. Ne vous en faites pas. Notre manière de vivre, en nous regardant, vous connaissez l'histoire de la Bible. Moi et vous, nous avons le nom chrétien, mais c'est venu tout. C'est juste en observant les chrétiens de l'église primitive, d'Antioche, en les voyant, ces hommes, ces femmes ressemblent à leur maître. Que le Seigneur nous apprenne à vivre, à pratiquer ses fonctions, être celle de la terre et lumière du monde. Non par nous, en étant branchés sur lui, conduits par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons compris que nous sommes dans une pastorale à la fois évangélique et politique, qui nous enseigne au-delà de nos titres, nos qualités, un dénominateur commun que nous avons et la foi chrétienne. C'est dans cette perspective que Son Excellence va nous entretenir. La réunion d'aujourd'hui consiste en un échange sur l'apport de chacune de vous, membres de l'Église du Christ au Congo, à la réflexion de votre Église sur la vie d'un pays. La présidence de l'ECC a toujours souhaité un cadre permanent de réflexion et d'échange de ses fils et filles sur les divers aspects de la vie nationale. Je réitère cette demande pour sceller un rapprochement entre vous et nous. Il serait donc opportun que nous puissions définir la faisabilité de ces cadres aujourd'hui. Aussi, nous avons voulu échanger sur la mission prophétique de l'ECC face aux enjeux de l'heure. Cette mission consiste à la construction de l'état des droits en passant par la légitimité des institutions, la construction de l'unité nationale et la relance du développement du pays. À propos, certains parmi vous doivent avoir entendu parler de l'appel aux concertations lancées par votre Église. Bien-aimés, il y a un malaise qui ne dit pas son nom au niveau des institutions ainsi que de leurs animateurs. On constate à la fois un conflit d'intérêts et de compétences entre les présidents de la République, les gouvernements et les parlements. Nous assistons à la recrudescence de l'insécurité à l'est du pays et à cela, il faut ajouter les menaces de balkanisation de notre pays. Voilà pourquoi votre Église propose
que les Congolais puissent s'asseoir autour d'une table et se parler afin de trouver des solutions salutaires pour tout le monde. Il ne s'agit pas du partage du pouvoir, comme certains le pensent. Moins encore, la remise en cause des institutions en place ainsi que leurs animateurs. Mais c'est plutôt un échange républicain sur les destins communs qui a pour objectif ultime l'obtention des réformes socio-économiques, judiciaires et électorales. Ces concertations tourneront donc autour des 3 axes de réforme. A. Système électoral. L'ECC milite pour des réformes de la loi électorale afin d'avoir des élections crédibles, paisibles et apaisées, notamment la suppression d'un tour au présidentiel et du seuil aux législatives. Ceci pour avoir un président élu à plus de 50% du souverain primaire et des députés représentant leurs entités et non leurs partis. En plus, pour éviter la corruption à grande échelle, les sénateurs doivent être élus au suffrage direct et non pas par des députés conventionnels. B. Pouvoir judiciaire. Il doit jouir d'une réelle autonomie afin de faire respecter la loi en luttant contre l'impunité et garantir à tout le monde l'égalité devant cette loi. C. Situation économique. Les justice sociale est délabrée. La dépréciation du franc congolais a des effets négatifs d'entraînement sur le pouvoir d'achat de la population. L'Église du Christ au Congo milite pour la bonne gouvernance des richesses naturelles, tant dans leur exploitation, vente, que dans la distribution des dividendes sur l'ensemble de la population. Voici en quelques mots le pourquoi de notre rencontre. Je suis disposé pour recueillir vos questions, contributions et propositions. Je vous remercie. Donc, il est intéressant de rappeler quelques mots-clés avant qu'on entre dans l'échange. Ce n'est pas un débat de parlement. C'est vraiment un échange en famille. Mais je crois que quelques mots-clés reviennent vers moi dans les mots du président: stabilité des institutions du pays, organisation, pas de partage de pouvoir. Jusque-là, il a insisté sur le fait qu'il en appelle au nom de l'Église à des discussions, un peu comme nous le faisons ici, des échanges, parce que l'Église ici choisit un paradigme d'action, un modèle. Il faut toujours faire des déclarations. Est-ce qu'il faut toujours descendre les gens dans la rue pour protester? Le protestantisme est lui-même une révolution fondamentale de par son orientation. N'est-il pas intelligent de penser à une sorte de réforme intelligible dans une discussion ouverte entre citoyennes et citoyens? C'est pourquoi il donne des contenus à ce qu'il appelle concertation, pas du type classique, partage de pouvoir, renversement de l'ordre institutionnel, remise en question de l'ordre constitutionnel, loin s'en faut. Mais il insiste plutôt sur les questions majeures qui déterminent même l'avenir de notre pays. Et il en a groupé en 3. Le système électoral, qui devient fondamental pour la rationalisation de notre démocratie, quant à l'institution CENI elle-même, au processus électoral dans son accompagnement et aux résultats qui donnent les fondements de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ainsi, le président insiste sur ces réformes qui s'avèrent intéressantes. Deuxième type de réforme, c'est les réformes judiciaires qui accompagnent également la stabilité de notre système politique. Et le troisième, c'est la réforme économique
en mettant en exergue la bonne gouvernance par la rationalisation et la gestion de nos ressources naturelles. Voilà le résumé du mot ou de la pensée, mieux de la vision prophétique portée par l'ECC au travers son président national. Ceci dit, puisque lui-même l'a dit, l'objectif ici est finalement de trouver un cadre qu'il a souhaité en a appelé de tous ses voeux. Ce n'est pas seulement à la télé que vous devez écouter votre président, et lui non plus ne doit pas seulement vous écouter par les décisions de l'hémicycle pour les députés et les sénateurs, mais comme protestants, nous avons beaucoup de valeurs que nous pouvons mettre ensemble et accompagner notre pays en tant qu'Église institutionnelle. Et nous allons définir à la fin comment sera ce cadre d'échange, sa faisabilité. Excellence, avec votre autorisation, nous voulons bien laisser surtout l'honneur aux invités spéciaux du président. Je rappelle les sénateurs, les honorables députés qui sont là, tout en rappelant que sur la question des réformes du système électoral, une série d'ateliers avait été organisée pendant presque un mois, et il y a même déjà des résolutions par l'élite protestante. Je crois que vous l'avez suivi par voie des médias. Elle a travaillé pendant un mois sur cette question. Voilà, nous allons passer la parole pour un conseil, une contribution. Comme je dis, ce n'est pas un débat politicien, c'est vraiment l'Église. Le président beaucoup plus, l'Église a plus besoin des contributions, des idées qui peuvent enrichir notre cerveau collectif. Voilà, je vous remercie. Nous sommes bien conscients que toute élévation a une mission. Et notre mission à nous en tant que politiciens chrétiens, c'est de participer dans la rénovation de notre pays, surtout le changement tant souhaité et désiré. Mais vous êtes sans ignorer que la Bible nous dit dans Exode 17 que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de combattre, Moïse, lorsqu'il paissait, il était fatigué avec ses mains, eh bien, ils accusaient dans leur camp le chèque. Et nous avons été conscients que sans l'accompagnement, l'encadrement spirituel de notre papa, on ne saura peut-être pas répondre à cette mission pour laquelle Dieu nous a élevés. Je remercie notre papa, le berger, pour cette initiative. Je pense que le cadre est déjà là et il prend encore. Et je vais beaucoup plus intervenir comme une protestante. Parce que si nous suivons l'histoire de notre société dans le temps, ce sont les protestants qui s'étaient levés pour introduire des innovations dans les comportements et dans les actions de différentes personnalités. Et aujourd'hui, l'histoire de notre pays, nous connaissons, mais nous sommes en train de chavirer. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons subir. Et je suis heureuse de voir que, avec ces cadres, nous allons agir par anticipation et non subir. Papa, moi je demande avec les frères et sœurs qui sont ici, en disant en tant que protestants, prenons le courage. Vraiment notre courage par nos deux mains. De saisir cette fois-ci les taureaux par ses cornes. Tout ce que nous disons, les réformes, ça doit commencer dans la loi fondamentale, qui est la Constitution. Nous allons vous distribuer les résolutions de nos ateliers et vous allez réagir. Vous trouverez toutes vos préoccupations là dans ces résolutions des ateliers pour tous ceux qui ont parlé ici. Comme je disais, je suis fier de vous,
Je vois un Kadogo qui devient député national. C'est déjà... Et à mon fils, l'honorable Louméa, je sais ce que je suis en train de dire. Ça, c'est les fils d'Afassin, n'est-ce pas? Voilà. Depuis 2017 ou 2018, je crois, je parle de concertation. Ce n'est pas aujourd'hui. Pour que vous disiez que je suis en train de donner des béquilles à ceux qui ne veulent pas organiser les élections. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous en parlons depuis 2018. Concertation, pour des questions qui fâchent. Mais on ne nous écoute pas. Moi, je ne suis pas député. Je vous ai appelé ici, vous qui êtes au Parlement, pour que vous puissiez prendre nos idées, les idées de la base et amener là où vous êtes pour un changement. Vous savez, moi, je voyage au fin fond du pays. Ce que je vois, j'ai été quelque part dans un territoire, le territoire de Bongadanga, vers Boussou-Melo, Boussou-Moganda. Il n'y avait pas de route. Heureusement que le chauffeur qui nous a conduits connaissait les sentiers. On sort, on arrive dans un village, tous les enfants fuient. Maman, ton couvier. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu un véhicule. Pour la première fois de leur vie. Vous trouvez ça normal? Alors qu'à l'époque belge, vers les années 60, 65, 70, les prêtres catholiques qui vivaient là-bas se promenaient en Koba. Vous connaissez Koba? Coccinelle, la voiture là, VW. Aujourd'hui, les routes n'existent pas. J'étais à Kisangani, vers Yassendo, avec le secrétaire régional là-bas, sur la moto, quelque part dans la forêt, on voit les bétons. J'ai dit, mais qui est ce fou qui est venu mettre les bétons ici? Et non, il y avait une route ici. Ça n'existe plus. Et une grande plantation de VA. Vous trouvez ça normal? Ça ne va pas, les amis. C'est pourquoi nous en appelons au concertation. Non pas seulement pour les élections, mais autres, on a dit trois axes. Donc, nous ne donnons pas de béquilles à ceux qui ne veulent pas organiser les élections. Professeur Toringao, qu'est-ce que le CC fait? Mais la question c'est qu'est-ce que vous faites pour les CC? Depuis que nous sommes là, ce sont des cas rares. Les enfants de l'église pouvaient nous dire, papa, nous croyons que voici ce que devait être la ligne à suivre. Nous écoutons tout le monde, mais vous ne venez pas. Nous apprenons chez les catholiques qu'il y a CLC qui fait ceci, qui fait cela, mais les protestants sont absents. Le président Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien, seul ne peut rien, mais avec l'appui de ses enfants, il fait tout. Voilà. Nous attendons de vous le soutien, comme l'a dit notre ex-Kadogo, nous soulever les mains aussi, pour que l'Église aille de l'avant, et pour que l'Église, lorsque nous parlons, nous savons que derrière nous, voilà. Je sais que derrière moi, il y a des gens qui me soutiennent. Mais quand j'avance, je danse seul. Ils ne viennent pas. Qu'est-ce que vous attendez que je vienne vous chercher là où vous êtes? Non, c'est vous qui devez venir nous donner des idées pour que l'Église puisse faire son travail prophétique. Honorable Kizerbo, c'est Kizerbo, hein? J'ai appris un certain Kizerbo à l'école. C'est la même chose. Qu'est-ce que nous protestants devons faire? C'est la même. Nous avons invité ici pour qu'ensemble nous puissions voir
ce que nous allons faire pour que cela puisse marcher. Quand nous avons été élus, nous avons déjà convoqué, ce n'est pas la première fois, nous avons déjà convoqué des réunions avec les protestants. En ce moment-là, ils ne sont pas venus nombreux. Vous êtes nombreux. Et ça, je suis très content. Vous n'allez pas sortir ici sans pour autant prendre des résolutions pour que désormais nous ayons un cadre. Honorable Loumé a parlé de trimestriellement. Ça, ce n'est pas moi. Vous allez décider ensemble. Je vais fermer toutes ces portes-là. Vous n'allez pas sortir. Vous n'allez pas sortir. Je vais l'honorable Madame Daraba. Alors, vous n'allez pas sortir sans que vous preniez des résolutions. Et comment nous allons, nous protestants, et qui va convoquer ces réunions-là? Moi, je ne serai pas tout le temps avec vous. Mais ça doit être vous, avec l'équipe de la direction des laïcs protestants. Je crois que Matondo doit être là. Il est là? Ok. Voilà. Voir comment nous allons régulièrement nous rencontrer afin de parler de l'Église et de notre pays. Par le pasteur qui a parlé, c'était un verset de la Bible, du sel et de la lumière. Certains d'entre nous se rappelleront ici que si l'Occident s'est développé, c'est notamment à cause des siècles de lumière, ces rencontres autour desquelles ce qui, comme vous l'avez dit, constituait le sel et la lumière, discutaient sur des questions de fond de la société et de l'humanité. Révérend pasteur, quand vous parlez de la balkanisation, n'oubliez pas que ce plan de la balkanisation a été soutenu par beaucoup de gens, notamment en Occident. Et donc, le projet de balkanisation n'est pas un projet irréaliste. Ce que vous avez soulevé est vrai. Il y a même, nous ne devons pas oublier, certains officiels des pays voisins qui ont dit que les frontières de 1880 étaient mal faites. Et donc la menace est là. Je crois, Monsieur le Président, quand vous parlez des réformes, notamment celles qui concernent la Constitution, je crois qu'il y a nécessité de pouvoir mettre quelques nuances. Parce que nous risquons de demeurer éternellement une société de réformes. Chaque fois quand quelque chose ne marche pas, on pense qu'il faut le changer. Je suis un fonctionnaire à la Banque centrale. Quand je quitte l'université, j'entre à la Banque centrale, à la direction des études, j'avais 24 ans. Réforme sur réforme, mais la monnaie ne fait que se déprécier jusqu'aujourd'hui. Et on ne fait que réformer. Nous voulons réformer la Constitution notamment. Parce qu'il y a un tour au lieu des détours, la loi électorale, etc. Révérend pasteur, chaque fois quand quelqu'un veut se tirer d'un problème, il évoque la Constitution. Mais cette Constitution, mais il y a des articles qui ne sont pas appliqués et qui ne sont jamais débattus. Mais est-ce que la Constitution, elle est plurielle ou bien elle est une? Cette même Constitution, elle dit que ne peut exercer des fonctions publiques que celui qui est congolais. Et on définit qui est congolais dans cette même Constitution. Mais qui ne sait pas qu'il y a des non-congolais qui exercent des charges publiques dans ce pays? L'honorable princesse est là. Cette question a été débattue à l'Assemblée nationale, au Sénat. Dans ce même pays,
révérend pasteur, laissez-moi vous dire qu'il y a même un pays qui a refusé un officiel congolais pour dire, mais Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous nous envoyez un compatriote dans notre pays pour être ambassadeur de votre pays. C'est la vérité. C'est ça. Mais lorsque cette constitution n'est pas appliquée à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on doit l'inventer dans d'autres circonstances? Parce que c'est la même constitution. Et là, et c'est l'importance de cette réunion, révérend président, Jésus, c'est le modèle par excellence de leadership. Il faut que de l'église protestante souffle le vent du vrai leadership selon le modèle de Jésus. Amen. Le modèle de Jésus est fondé sur des valeurs. Les États-Unis, on n'élit pas le président de manière directe. En Afrique du Sud, on n'élit pas le président de manière directe. Et beaucoup de pays. Mais le révérend pasteur, c'est quoi le problème? C'est le problème des modèles de leadership. Lorsqu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, une société ne peut pas avancer. Aucune réforme ne peut pas marcher. Lorsque certaines personnes disent qu'il faut élire les sénateurs par voie directe, moi je n'ai pas de problème. Je suis sénateur. J'ai vu ce qui s'est passé. Comment les députés provinciaux étaient achetés. Il y avait même un prix officiellement connu. Et ce n'était pas $1000. Le minimum, c'était $25 000 américains. Mais est-ce pour autant qu'on peut dire que ceux qui ont été élus par voie directe, les députés nationaux, l'ont été de manière transparente? Mais alors, donc ce n'est pas une solution. Le problème, révérend pasteur, c'est l'éthique, c'est la morale. Nous ne devons pas oublier qu'il y a des pays qui sont dirigés dans ce monde qui n'ont pas de constitution. Et des pays développés qui n'ont pas de constitution. L'éthique, la morale. Il faut absolument que l'Église protestante se réveille, sinon on va partir de réforme à réforme. On va partir de constitution à constitution. On va partir de loi électorale à loi électorale. Ce pays qui est un don de Dieu souffre d'une crise de leadership et de gouvernance. Ce sont les deux pieds qui élève une nation. La justice, c'est dans la Bible, frère. Mais lorsque la justice, même si elle est indépendante, elle n'est pas faite pour effectivement appliquer la justice, mais ça ne sert à rien. Il faut que nous ayons une justice indépendante, mais qui applique effectivement la justice. Pour terminer, révérend, cette idée, elle est bonne. Mais prenez la responsabilité. Le leadership, c'est aussi la prise de risque. La question électorale. Parce que vous êtes les dépositaires de la désignation du représentant de la CENI, mais prenez votre courage. L'Église protestante, l'Église catholique, ainsi que les autres églises qui vous entourent, pour que vous choisissiez quelqu'un qui est effectivement, que ce soit un vote indirect, que ce soit un vote direct, qui puisse être à mesure de publier effectivement les choix des citoyens. Moi, j'ai été député, mais combien de fois je n'ai vu des gens de mon propre parti qui sont allés manigancer avec les responsables de la CENI pour dire il faut dire que M. Matata a triché. Mais c'est des votes directs. Hein? Donc c'est toujours la question de la moralité, de l'éthique,
des valeurs. Une société qui n'a pas de valeurs, révérend pasteur, c'est une société qui est appelée à disparaître. Un Congolais avait le revenu moyen de $1066 à 1960. Aujourd'hui, les Congolais, 60 ans après, s'est appauvri. Il a $435. Et pour terminer, si nous continuons comme ça, sans valeur, sans éthique, les Congolais moyens auront d'ici 60 ans un revenu de $100. Je vous remercie. Nous sommes dans une première réunion et on va accueillir plusieurs points de vue. Je pense que nous avons besoin de tomber d'accord, de nous mettre d'accord sur comment nous pouvons parler le même langage. Une équipe a déjà travaillé, a réfléchi, une autre va prendre le nôtre pour réfléchir. Je pense que la prochaine étape serait de commencer par un état des lieux, faire un état des lieux de part et d'autre, et chez les protestants, et ce qui se passe dans le pays, et trouver alors les axes comme étant des réponses que nous devrons apporter devant ces états des lieux. Parce que certains ont déjà travaillé, sont en avance, d'autres ne comprennent pas pourquoi on tombe déjà sur ces axes avec des positions bien déterminées. C'est comme ça que ces positions sont peut-être remises en cause ou interprétées d'une manière ou d'une autre. Si nous décidons de nous rencontrer, quelle que soit la formule que nous trouvons, pour commencer au commencement, c'est-à-dire faire un état des lieux du protestantisme d'un côté et de ce qui se passe dans le pays de l'autre côté, voir quelles sont les réponses que les protestants doivent apporter par ce qui se passe, nous allons alors trouver un langage commun. Et le deuxième commentaire que je me réfère, je pense que l'Église doit dépasser le niveau des différences politiques. Même si nous sommes des différentes plateformes politiques, à l'Église, nous devons dépasser cela. Nous ne devons pas respecter et continuer la différence politique qu'on la respecte à l'Église. Je pense que si nous faisons ça, nous allons tomber dans un piège. Et si nous voulons dire, tu es de la Moka, moi je suis de FCC, nous n'avons pas le même point de vue commun, mais ici, en tant que protestants, voici notre foi, voici ce que nous demandons de faire par rapport à notre pays. Je pense qu'à ce niveau-là, nous allons faire un pas de plus comme nous sommes une maison au milieu du village. Je parlerai, je commence. Et je m'étais dit, je vais remettre l'Église dans le protestantisme vrai. L'Église se trouverait là où se trouve le peuple. L'expression au milieu du village, je ne suis pas d'accord avec ça. L'Église doit se trouver là où se trouve le peuple de Dieu. Mais je vous demande, mes bien-aimés, que là où vous êtes, comme nous a prêché la parole ce matin, que nous soyons réellement la lumière du monde et les sel de la terre. Et en cela, le monde saura que nous sommes des serviteurs du vrai Dieu. Vous-même, vous avez constaté, et quelqu'un l'a dit ici, nous sommes tous des chrétiens, mais nous ne vivons pas ce que Christ nous a enseigné. C'est malheureux dans ce pays lorsqu'on voit des gens, on étudie des gens par leur appartenance tribale. Je suis de l'Équateur, mais je suis d'abord pasteur chrétien. Malheureusement, lorsque vous êtes au pouvoir et qu'on vous dise ça ne va pas, ça ne va pas, ah, celui-là est de l'opposition. Je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité. Je suis pasteur de l'Église du Christ au Congo. Je tiens à ce que vous sachiez ça. J'ai dit ce que je vais faire
doit sortir de la parole de Dieu et non de l'influence de qui que ce soit. Si vous attendez à ce que vous me donniez l'argent pour que je fasse votre volonté, au tapé à côté. Je vous l'ai dit, bien-aimés, et je vous ai appelé ici, pas parce que vous appartenez à tel courant ou tel autre courant. Je vous ai appelé ici parce que vous êtes les enfants de l'Église. Vous pouvez appartenir à autant de courants que vous voulez. Mais ici, nous sommes tous des enfants d'un même père et d'une même mère. Nous sommes Christ, les chrétiens. Et quand nous venons ici, parlons comme des chrétiens et non pas comme des gens d'un parti politique quelconque. Oublions tous ces discours-là. C'est comme ça que le Congo n'avance pas. Discours-là à Outiwani, à Zakaiko, c'est pas bien. Ça ne fait pas avancer l'œuvre du Seigneur. J'ai besoin de vous. Je le répète, j'ai besoin de vous. Je peux parler, mais lorsque je n'ai pas de soutien, ça ne vaut absolument rien. J'ai besoin de vous. Et merci d'être venus nombreux. À vous tous, nous disons grand merci. Que le Seigneur nous accompagne. Ça s'inscrit dans le cadre de la mission prophétique de l'Église, mission pour laquelle le président national de l'Église est porteur, parce qu'il est lui-même le premier prophète de l'Église. Et il a réuni l'élite protestante de notre pays, et certains sont venus même de la diaspora, et particulièrement les honorables sénateurs, députés et d'autres membres protestants qui sont dans les institutions du pays. L'idée était de partager son cahier de charges sur la vision prophétique de l'Église, et il a parlé essentiellement de 3 axes à réformer. Les réformes du système électoral, système judiciaire et système socio-économique. Entendu aussi, mise en exergue, si vous voulez bien, le système sécuritaire du pays. Il a montré à ses invités l'intérêt qu'il y a dans ces réformes, mais qui doivent se passer dans un cadre formel qu'il appelle lui-même les concertations. Il a pris l'occasion pour expliciter l'idée des concertations, qui n'est pas à confondre avec le partage des pouvoirs. C'est vrai, les Congolais sont fatigués de ces vocabulaires, dialogue, concertation. C'est avec raison. On dit un chat échaudé a peur même de l'eau froide. Mais le président a tenu à dire qu'il est important à l'étape actuelle de l'évolution de notre pays. Il a mentionné l'instabilité de notre architecture institutionnelle. Il a mentionné la situation sécuritaire avec toutes les tueries. Il a mentionné la situation socio-économique. Il a mentionné toutes les guerres autour de la question électorale. Et donc, il est nécessaire comme Église de proposer un cadre. Et il faut dire que l'initiative a été saluée avec intérêt par ses homologues, par ses interlocuteurs, disais-je, notamment les députés qui ont dit « Mais pourquoi cette initiative n'était-elle pas venue avant ?» Nous avons tiré des leçons de l'histoire. Figurez-vous, dans les jours qui viennent, un cadre formel vient d'être mis sur pied. Et donc, il y aura un travail entre notre corps électique, les techniciens, nos experts, dans tous les domaines précités, et les décideurs qui sont au sein des institutions. Nous allons travailler d'arrache-pied pour essayer de porter les revendications, parce que l'idée ici, c'est de porter les revendications de la base vers les décideurs, donc ceux qui sont dans les circuits institutionnels. Voilà un peu les résumés de la